BFM TV, Ligne rouge. Alice Darfeuille. Place donc à notre long format des équipes de Ligne rouge consacré à la disparition d'Émile. Cette enquête qui dure depuis des mois, qui a connu un rebondissement majeur samedi avec la découverte tragique du corps, du crâne du petit garçon. Et toutes ces questions qui restent nombreuses ce soir. S'est-il perdu? A-t-il été victime d'un accident? La thèse criminelle peut-elle être définitivement exclue? Mort d'Émile, crime ou accident? C'est un long format de Stéphanie Zenati, Juan Palencia, Régis Desconclois, Simon Terrassier, Agathe Ferrière, Guillaume Lavial et évidemment tous les envoyés spéciaux de BFM TV. C'est une région hantée par un mystère qui pourrait être levé dans les jours qui viennent. La disparition d'Émile, 2 ans et demi. Ce petit garçon au regard rieur qui sur cette photo fêtait ses 2 ans. Après 9 mois sans avancée concrète, c'est à partir de ce jeudi 28 mars que les événements vont s'accélérer. En ce début de journée humide et froid, une vingtaine d'enquêteurs investissent cette petite route qui mène au hameau du Haut-Vernay. Le secteur, survolé par un drone, est bouclé. Les journalistes tenus à l'écart, à 2 km en contrebas. Derrière ces barrières, se rejoue à huis clos la fin d'après-midi du 8 juillet 2023. Il espère forcément trouver l'indice, trouver l'élément permettant de faire avancer cette enquête. Une mise en situation à laquelle participent 17 personnes au total. La famille de l'enfant, ses grands-parents, ses oncles et tantes, mais aussi les témoins qui disent l'avoir aperçu ce jour-là. Le principe de cette mise en situation, c'est que vous remettez tout le monde dans le contexte et qu'un des témoins peut quand même à un moment soit se contredire ou craquer littéralement et puis dire ben voilà, je sais ce qui s'est passé. Après 10 heures sur place, les parents d'Émile repartent dans cette voiture. La mère de famille, Marie, est au volant avec son écharpe sur la tête, aux côtés de son mari, Colomban, sur le siège passager. Juste derrière eux, dans cet autre véhicule, le grand-père de l'enfant. Tous ignorent que moins de 48 heures plus tard, l'espoir de le retrouver vivant va s'envoler définitivement. L'enquête va prendre une nouvelle tournure, avec un rebondissement de taille. Édition spéciale sur BFM TV avec le corps du petit Émile a été retrouvé, des ossements qui ont été retrouvés par un randonneur dans le hameau du Haut-Vernay. La randonneuse qui vient de faire la sinistre découverte porte directement le crâne à la gendarmerie. D'après nos informations, effectivement, elle est tombée dessus, ne sachant pas trop ce que c'était. Elle a décidé de l'amener à la gendarmerie et c'est alors que les gendarmes ont commencé les expertises sur le crâne. À partir de là, les choses se précipitent. Les ossements sont envoyés par hélicoptère à Pontoise en région parisienne pour être analysés par des anthropologues. Ils vont devoir répondre à plusieurs questions. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un enfant? Et ensuite, une fois le profil génétique établi, on l'a comparé avec des profils génétiques qu'on avait déjà collectés dans le cadre de l'enquête. Et ça nous a permis de confirmer l'identité d'Émile. Qu'est-il arrivé au petit garçon? Comment s'est-il retrouvé sur ce chemin escarpé, à environ 2 km de la maison de ses grands-parents? S'agit-il d'un accident ou d'un crime? C'est incompréhensible. C'est un roman noir, quoi. La vérité est peut-être, en ce moment même, dans les mains des enquêteurs. Vous êtes dans un hameau, 1200 mètres d'altitude, un cul-de-sac, et vous avez là une espèce de cuée d'eau grandeur nature. C'est un village comme il en existe des dizaines dans la région. En bas, le Vernay, 120 habitants en hiver.
des dizaines de maisons, des rues étroites, entourées par des montagnes et des forêts. Là, on est sur la route qui va du Vernet jusqu'au hameau du Haut-Vernet. Au bout de cette route, la seule en bon état, à 2 km, les lieux du mystère. Le Haut-Vernet, l'endroit où le petit garçon a été vu pour la dernière fois. C'est déconcertant parce qu'on est dans un tout petit hameau, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'axes pour y arriver, parce qu'il y a très peu de monde et parce qu'on se demande quand on regarde autour où a pu passer le petit, quoi. Comment il a pu se volatiliser, parce que c'est le mot, volatiliser en un laps de temps très court, très très court. Cette partie du village est plus reculée. Une quinzaine d'habitants à l'année, le double pendant les vacances. Et un drame qui s'est joué en quelques minutes et sur moins de 100 mètres. On est dans la ruelle principale, la route principale du hameau du Haut-Vernet. Il y a la maison des grands-parents d'Émile. Et comme vous le voyez autour, il y a des habitations, mais c'est tout petit, vraiment, vraiment tout petit, tout petit. C'est là que ça s'est passé ? C'est là que Émile a été vu pour la dernière fois par 2 témoins, en train de descendre au lavoir qui est juste en bas. Tout commence le 8 juillet dernier. C'est le début des grandes vacances d'été. Dans ce paysage de cartes postales, entre pâturages et montagnes, au cœur des Alpes de Haute-Provence, Émile vient de rejoindre ses grands-parents dans le village du Haut-Vernet. Depuis plus de 20 ans, la famille passe tous ses étés dans une grande maison au cœur du hameau. Ce qui frappe tout de suite, c'est vraiment une maison de montagne, donc c'est hyper rustique. On a de la pierre, on a du bois, on a une grande table hyper solide, une table familiale sur laquelle il y a toujours un café ou un morceau de tarte. Et du coup, on est vraiment plongé en fait dans l'intimité d'une famille, et une famille pleine de vie. Samuel Pruvot, de l'hebdomadaire Famille chrétienne, est le seul journaliste à y être entré et à avoir rencontré la famille du petit garçon. Une famille nombreuse, avec à sa tête Philippe et Anne. Ce sont les grands-parents d'Émile. Ils n'ont qu'une 50aine d'années. C'est les grands-parents plutôt qu'on sent actifs. Ils sont très créatifs. Le grand-père, il fait des cabanes dans les bois. Et puis, avec un côté pas du tout néo-rural, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être néo, parce qu'en fait, ils sont de là, quoi. Et donc, ils sont super bien implantés dans les Alpes de Haute-Provence. C'est une famille qui semble assez soudée, une famille nombreuse. Donc, les grands-parents ont eu 10 enfants, dont Marie, donc l'aînée, qui est la mère d'Émile, qui a 25 ans. Ils sont catholiques, pratiquants, ils vont à la messe assez régulièrement. À la messe, les femmes chantent, les enfants jouent tous d'un instrument de musique. C'est une famille qui vit selon ses propres traditions. Ce 8 juillet, dans la maison, aux côtés d'Émile et de ses grands-parents, se trouvent aussi ses oncles et tantes, dont le plus jeune est âgé de 8 ans. La journée de sa disparition, il a profité de la journée comme d'habitude avec ses oncles et tantes. Ensuite, l'après-midi, il aurait fait une sieste jusqu'aux alentours de 17h. Ensuite, il aurait été changé par sa grand-mère. Et peu après 17h, le grand-père, les oncles, les tantes, jeunes, devaient s'en aller pour monter une clôture en bois sur le secteur du Haut-Vernet. Et au moment où les grands-parents sont en train de charger le coffre de la voiture, on est aux alentours de 17h, 17h15, ils se rendent compte que le petit Émile, qui était en train de jouer dans le jardin juste à côté de la voiture qu'ils sont en train de charger, a disparu. Et à 18h environ, la grand-mère du petit garçon va contacter le 17 pour donner l'alerte. Et du coup, elle leur explique que leur petit-fils a disparu, qu'il a échappé à leur surveillance, qu'il porte un short blanc, un t-shirt jaune. Colomban et Marie, les parents d'Émile, ne sont pas présents dans le village au moment de la disparition. Ils se trouvent à 2 heures de route, à la Bouilladis, près de Marseille, là où ils résident.
On a appris qu'il y avait un petit garçon qui avait disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Mais j'ai pas fait le rapprochement tout de suite en fait. C'est un collègue à moi qui, il y a un compte Facebook sur la Bouilladis. C'est là que j'ai vu qu'en fait il y avait des gens de la Bouilladis qui se proposaient d'aller au Auvernais pour participer aux battues, etc. Quand j'ai vu la photo d'ici, j'ai compris de suite quoi. Sur place, au Auvernais, la panique s'est emparée de tout un village. Les gendarmes arrivent à 18h40. Les gendarmes vont tout de suite prendre l'appel très au sérieux parce qu'il faut savoir qu'en matière de disparition d'enfants, toute disparition est jugée inquiétante d'emblée. Très rapidement, de gros moyens ont été déployés. Moyens aériens également, avec un hélicoptère qui a été dépêché sur place. L'enquête démarre avec cette première question cruciale. Où Émile a-t-il été vu pour la dernière fois? Des chiens à l'odorat exceptionnel sont déployés dans le hameau pour tenter de retracer le trajet qu'aurait pu emprunter le petit garçon à partir de la maison de ses grands-parents. Soit il est parti à droite vers une cabane construite avec ses oncles et tantes qu'il adorait, soit il est descendu à gauche vers le centre du Auvernais. 2 témoins disent avoir vu Émile dans la rue principale du village, dont un adolescent. Ce témoin m'a expliqué qu'il faisait des travaux dans son habitation cet après-midi-là, qu'il avait aperçu le petit garçon. Pour lui, il était entre 16h45 et 17h. Il a vu que le petit descendait. Et on est sur un terrain qui descend, sur une pente. Donc c'est vrai que quand ceux qui ont eu des enfants et qui connaissent ces enfants, un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, on a du mal à imaginer que naturellement il va monter. Il va plus forcément descendre. Et c'est d'ailleurs sur ce chemin que les chiens ont repéré sa trace. Ils ont arrêté de marquer ici. Là, ici, au lavoir. Et il semble, celles et ceux qui connaissent le petit et sa famille, que le petit Émile aimait venir ici. Pourquoi? Parce que là, il y a des lapins dans une cage. Et apparemment, il aimait beaucoup venir voir les lapins. Donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'il soit peut-être venu ici, s'il en avait l'habitude, voir les lapins, donner à manger aux lapins. Voilà. C'est la dernière trace qu'on a d'Émile a priori. Ouais. A priori, ouais, c'est là, c'est ici. Les Saint-Hubert, eux, ils ont cette particularité d'être capables de retrouver une trace relativement précise. Ils vont marquer un endroit, repartir, revenir en arrière, voilà, c'est comme ça. Ils finissent par faire des cercles concentriques et puis à se rapprocher du dernier endroit où ils arrivent à sentir quelque chose. Et là, en l'occurrence, les Saint-Hubert, ils ont marqué donc près du lavoir et après plus rien. Donc le petit, c'est comme s'il s'était volatilisé à cet endroit-là où il avait été soulevé de terre. Comment Émile a-t-il pu disparaître? Où est-il parti ensuite? Donc il y a cette rue qui descend vers le lavoir et l'endroit, le secteur où on retrouve le crâne d'Émile, c'est dans le prolongement de cette descente à environ 1,5 km. On sait qu'on découvre le crâne dans une zone qui est à environ 1,5 km à vol d'oiseau du Auvernais. On sait qu'il est découvert dans une zone au milieu de la végétation. C'est une zone escarpée et difficile d'accès. Moi, ça ne me surprend pas qu'un enfant fasse 1,5 km. Même un enfant de 2 ans et demi. Parce qu'Émile, il vient régulièrement ici. Les oncles d'Émile, certains ont 16, 17 ans, marchent, vont un peu en montagne, font un peu de randonnée. Et on raconte que Émile partait parfois avec eux. Donc c'est un enfant qui sait marcher. Dès le début des recherches, l'été dernier, la zone avait pourtant été ratissée minutieusement par les gendarmes. La zone qui est là, les bénévoles, les gendarmes, les chiens, ils sont passés. Ça c'est pas un secret. C'est pas si c'était. Ça fait partie notamment de la première vague où on cherchait Émile, on espérait le retrouver vivant. Il y a aussi des hélicoptères avec des caméras thermiques. Bref, cette zone, on l'a observée de multiples fois. Pourquoi le corps d'Émile n'a-t-il pas été retrouvé avant? Autour de la maison des grands-parents, 12 hectares ont été ratissés. Les maisons ont toutes été fouillées, les voitures inspectées, les puits et les points d'eau sondés. Il y a même un instrument de l'armée qui a été utilisé pour scanner les balles de foin. Ils se sont dit très logiquement, on ne sait jamais s'il était dans un champ, peut-être qu'il a été pris malencontreusement. Et donc ce scanner haut de gamme permet de détecter même un bouton de pantalon, quoi, hein.
De nombreuses battues ont également été organisées. Dès le premier soir, des volontaires affluent de toute la région pour participer aux recherches. Il y a même des entreprises qui ont mis leurs salariés au repos pour monter et prêter la main et essayer de retrouver le petit garçon. On a tous des enfants, des frères, des sœurs, des neveux. Donc un petit qui disparaît, c'est pas rien. C'est un choc déjà pour le village, c'est un choc pour la famille. Donc on est bien obligé de venir. J'ai cherché. Je l'ai appelé, j'ai appelé Émile. Parce que c'est comme si je cherchais mon petit-fils, quoi. Ça a été tellement fort que c'est encore en moi. Cette angoisse de vite retrouver Émile, en voulant absolument éviter qu'il passe une nuit dehors. Les gendarmes vont expliquer à ces volontaires comment fonctionne une battue. Ils vont les organiser par groupe. Le but, c'est de converger vers le Vernet, on vous aiguille. Là-bas, on fait une vague énorme, parce qu'on est quand même très nombreux. Le but, c'est de faire un éventail pour revenir jusqu'ici, pour verrouiller toute la zone qui n'a pas encore été couverte jusqu'à hier. Il y a un vrai système qui va se mettre en place avec un ratissage assez précis et minutieux de la part de ces citoyens. On resserre à droite, on fait un maillage serré. C'est compliqué parce que quand on demande à des civils de chercher, il faut leur expliquer ne jetez pas vos mégots, ne jetez pas de papier. Même si on marche à 2 mètres les uns des autres, il suffit qu'il y ait un buisson et que ce buisson ne soit pas visité, inspecté. On peut passer, s'écarter au niveau d'un buisson, chercher avec un bâton et ne pas découvrir un corps qui est ici. C'est possible. On est sur le massif des 3 évêchés, perché à 1300 mètres d'altitude. On est avec des montagnes aux alentours, des champs à perte de vue, un milieu très naturel, escarpé et accidenté. Plusieurs types de chiens, à l'odorat particulièrement développé, sont également déployés, dont des malinois. Qui sont spécialisés dans la recherche de cadavres. Il faut imaginer qu'un chien est spécialisé dans un type de recherche, il est entraîné, éduqué à ne repérer qu'une seule odeur. Et donc ces malinois vont rechercher le corps d'Émile fin juillet, mais sans succès à l'époque. Quand tout un tas de personnes passent quelque part, piétinent le terrain, souillent le terrain, laissent leurs traces olfactives, leurs propres traces olfactives, bien évidemment que ça perturbe le travail des chiens. Le corps se trouvait donc à seulement 1,5 km du lieu de sa disparition. Alors qu'est-il arrivé au petit garçon? Est-ce qu'il s'est perdu? Est-ce qu'il est tombé? Les ossements se trouvaient-ils là depuis longtemps ou ont-ils été déplacés récemment? S'il a été déplacé, c'est par qui ou par quoi? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a les intempéries. On est sur une zone où il pleut, il y a des mouvements de terrain, ça bouge, tout ça, ça peut déplacer des ossements, ça peut les fragmenter, les répartir dans différentes zones. Ça peut être aussi un animal qui trouve un os quelque part et le déplace, l'amène à un autre endroit. Ou bien sûr, ça peut être l'intervention humaine, quelqu'un qui avait ce cadavre et qui a décidé de le déplacer pour une raison qu'on ignore encore. Il faut bien préciser qu'entre toutes ces hypothèses, il n'y en a aucune qui aujourd'hui est évoquée plus que l'autre. La piste criminelle reste ouverte. Dès le mois de juillet 2023, le parquet d'Aix-en-Provence a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Toutes les hypothèses sont alors envisagées. L'accident de voiture ou de tracteur, le rôdeur délinquant sexuel, la famille. S'il y a eu intervention humaine, la clé de l'énigme se trouve forcément au Haut-Vernay. Et donc les gendarmes, ils sont au cœur de ce cluedo en train d'essayer de rassembler les éléments, mais on est vraiment dans un tout petit périmètre, avec peu de possibilités qu'un étranger monte dans le village sans être aperçu. C'est tellement petit que tout le monde s'autosurveille finalement et tout le monde voit un véhicule qu'il ne connaît pas. Les gendarmes procèdent aux auditions des habitants. Certains sont entendus plusieurs fois, les emplois du temps vérifiés, recoupés. Dans ce village, l'atmosphère se tend. Gilles est un voisin du Bas-Vernay. 60 ans qu'il est tombé amoureux de ces paysages grandioses. Il déplore les suspicions qui rongent alors le hameau. Il y a beaucoup de gens qui, on ne sait pas pourquoi, ont raconté des choses, et alors qu'il n'y avait rien à raconter, quoi. Les gens parlent et parlent mal, quoi. Alors il ne faut pas accuser le voisin. Nous ne sommes pas la brigade d'investigation. Chacun son travail. Moi, j'attends, c'est tout. C'est pas la peine de dire c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. On se croirait pendant la guerre, là. Quand il y a eu les dénonciations, c'est la même chose, quoi. On a accusé des gens à tort, quoi.
qui ont dû passer de longs interrogatoires, quoi. Alors qu'ils n'y étaient bien sûr pour rien, quoi. Voilà, alors il y a un peu... c'est comme pendant la guerre, il y a un peu des vengeances personnelles qui se sont passées, quoi. Les habitants, les voisins, les familles qui ont ici leur maison secondaire, personne ne veut croire que l'un des leurs soit mêlé à cette disparition sordide. Le petit Émile aurait-il pu être enlevé par un rôdeur? Un pédocriminel qui aurait repéré l'enfant? La piste de l'enlèvement est toujours envisagée. Quelqu'un a pu se rendre là-haut en voiture sans qu'on l'aperçoive, bien que en fait, le long de la route qui monte au Haut-Vernay, il y a des maisons qui sont habitées la plupart par des personnes âgées ou des personnes qui connaissent en fait les gens de là-haut, les gens d'en bas, et qui connaissent un peu les emplois du temps, les plannings de chacun. Donc c'est vrai que si une voiture extérieure ou inconnue était montée là-haut, on a tendance à penser qu'elle aurait été remarquée. Après, tout est possible et le village est quand même traversant. Une hypothèse, difficile à croire, mais pas totalement impossible. En effet, le village est un cul-de-sac. On y accède par le bas de la vallée, par une route départementale. En haut, c'est une impasse. En bas à droite, là encore, la route s'arrête. Mais il existe un tout petit chemin, caillouteux, escarpé, quasiment jamais emprunté, qui permet de sortir d'un autre côté du hameau. Autre possibilité, celle de l'accident de la route avec délit de fuite. Le petit garçon aurait-il pu être renversé par un chauffard? Il y a la possibilité qu'on ait caché un véhicule, on ne peut pas l'exclure. Que le véhicule en question était mis à l'abri quelque part, nettoyé aussi. On a pu le constater, nous journalistes, quand nous y étions, il y a vraiment beaucoup de tracteurs qui circulent dans ce village, parfois à vive allure. Et puis c'était l'époque des foins, donc du coup les engins agricoles allaient, venaient, donc c'est une piste que les gendarmes ont d'ailleurs suivie, ils ont mené des auditions sur la question. Un jeune agriculteur de 16 ans va se retrouver dans le viseur des enquêteurs. Nous l'appellerons Romain. Pour la première fois, sa mère a accepté de nous recevoir en sa présence dans la ferme familiale située à 4 km du Haut-Vernay. Il y a une cinquantaine de bêtes là dans le bâtiment. Des génisses, des vaches, des taureaux, voilà, tout ce qu'il faut pour avoir une exploitation qui tourne. C'est du boulot. C'est une passion. C'est une histoire de famille. Elle et son fils ont été entendus plusieurs fois par les gendarmes. Leur exploitation perquisitionnée, leurs tracteurs et véhicules inspectés. Car Romain a eu un litige avec le grand-père d'Émile. Quelques jours avant la disparition du petit garçon, il a effectué des travaux de terrassement devant la maison de son cousin située en face de celle de la famille d'Émile. Le matin du 8 juillet, alors que Romain repassait chez son cousin dans le hameau, le grand-père lui a reproché vertement d'avoir abîmé une partie de son terrain avec son tracteur. Ce jeune agriculteur, il a eu une altercation le matin avec le grand-père. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de suspect. Une gueulante dans un village ou dans un hameau, ça existe comme partout, tout le temps. Et il s'avère que le grand-père d'Émile est quelqu'un qui a son caractère et qui n'est pas le dernier pour pousser des gueulantes. Une gueulante parmi tant d'autres. Mais il s'avère aussi que ce jeune agriculteur a pris l'habitude de rouler vite avec son tracteur ou avec son quad. Il a eu par le passé des petits accidents ici et là avec des touristes, des gens du coin. Romain et sa mère contestent avoir abîmé le terrain du grand-père. Quant à la conduite rapide et dangereuse de Romain, il ne s'agit pour eux que de rumeurs et de ragots, colportés par des habitants du village. On connaît la bêtise humaine, on sait de quoi les gens sont capables, donc voilà, on n'est pas étonnés non plus. Les enquêteurs font quand même la part des choses et ils nous l'ont dit. Dans tous les cas, voilà, ils ont bien dit à mon fils, dans tous les cas, si les journalistes te demandent, tu leur diras que toi, tu n'es pas mis en examen. Le jeune homme a été entendu en tant que témoin. Il n'a jamais été placé en garde à vue, ni mis en examen. Gilles a suivi cette affaire dans l'affaire depuis le début. Lui qui connaît très bien la famille, a vu les ravages qu'ont pu faire ces accusations sur Romain. On peut dire qu'il a été comme accusé, quoi, d'avoir commis quelque chose, quoi.
alors que qu'il n'y a rien du tout, parce que s'il y avait eu quelque chose, la police l'aurait emporté, quoi. Parce que depuis le début, c'est un enfant qui a toujours son téléphone avec lui, quoi. Donc les enquêteurs savent très bien, minute par minute, où il était quand le petit a disparu, quoi. Selon ses proches, des éléments de téléphonie permettent de dire que Romain ne se trouvait pas au Haut-Vernay l'après-midi du 8 juillet, au moment de la disparition d'Émile. L'analyse de la téléphonie, un outil précieux dans la main des enquêteurs. Cela peut leur permettre d'avoir une idée précise des personnes présentes sur place le jour de la disparition du petit garçon. C'est maintenant une arme extrêmement importante dans les enquêtes. 1600 appels, 1600 en tout cas conversations téléphoniques, messages qui ont été échangés dans une zone assez large qu'il faut analyser. La gendarmerie a pu s'appuyer pour ça sur Anacrim, qui est un logiciel qui permet de recouper des éléments qui a priori n'ont rien à voir entre eux, une plaque d'immatriculation et un téléphone portable, des choses comme ça. Au mois de novembre, ce travail d'analyse, long et fastidieux, va conduire les gendarmes à mener des perquisitions chez 36 personnes, au Haut-Vernay, mais aussi dans d'autres départements. Ont été concernés toutes celles et ceux qui étaient présents physiquement au hameau du Haut-Vernay le jour de la disparition d'Émile, à la fois leur résidence secondaire, mais aussi leur résidence principale. C'est pour ça qu'il y a eu également des perquisitions dans d'autres départements, les Bouches-du-Rhône, mais même du côté de Saint-Étienne. Et à l'heure où l'on se parle, ils sont toujours en train d'éplucher ces données qu'ils ont récupérées. Une équipe de 15 enquêteurs est alors dédiée jour et nuit à l'affaire. Tout est passé au peigne fin, rien n'est laissé au hasard, aucun doute ne doit subsister. Une dalle en béton, coulée par des ouvriers dans une maison du Haut-Vernay, au moment de la disparition d'Émile, a par exemple été sondée à 2 reprises. Il va y avoir un sonar qui va être passé sur une dalle en béton qui a été construite et on se rend compte qu'il y a quelque chose de pas clair sous cette dalle. Dans un premier temps, une partie de la dalle est détruite par les enquêteurs. Il s'avère que c'était un bout de polystyrène qui avait été oublié par les ouvriers. Mais n'empêche que quelques semaines plus tard, ils sont revenus finir le travail. C'est-à-dire qu'avec un marteau-piqueur, ils ont passé la journée, ils ont tout démonté. Il y a par exemple aussi un étang non loin qui a été sondé. C'est encore une fois une manière de fermer des portes pour des gendarmes et de dire ce n'est pas là, on avance. Les gendarmes doivent explorer toutes les pistes, y compris la plus sensible, la responsabilité d'un membre de la famille. Le petit garçon aurait-il pu être victime d'un accident domestique, d'une correction qui tourne mal ? La maison familiale du Haut-Vernay et celle de la Bouilladis ont elles aussi été perquisitionnées et la personnalité des grands-parents passée au crible. Des voisins décrivent une grand-mère soumise et discrète et un grand-père austère et rigide. J'ai jamais vu de gestes déplacés, ça c'est sûr qu'ils sont rigoureux. Ça c'est des enfants qui bronchent pas, on voit qu'ils ont été habitués à respecter ce qu'on leur donne, les consignes qu'on leur donne. Bon, point barre. Une enquête éprouvante pour cette famille soudée. Il ne faut pas oublier qu'on a une famille qui est dans la douleur, qui a perdu un petit de 2 ans et demi, et qu'il ne s'agit pas de rajouter de la douleur à la douleur. Je sens des gens qui sont très dignes, mais qui sont effectivement en grande souffrance, et qui, loin de s'accuser mutuellement, essayent au mieux de se soutenir. Et je vois les enfants qui manifestement continuent évidemment de faire confiance aux parents et encore une fois aux grands-parents qui avaient la garde. Ça me sidère de voir effectivement une famille unie. Quand il les a rencontrés le 29 août 2023, Samuel Pruvot a été marqué par ses parents confrontés si jeunes à une telle épreuve. Quand on les rencontre, on est soi-même en fait ravagé par la douleur qu'ils portent. C'est quelque chose qui est survenu il y a peu de temps. C'est un jeune enfant, donc c'est le maximum de l'horreur. Donc je sens des gens qui sont sous pression et je suis moi-même en fait écrasé par la douleur en fait qui est la leur. À l'époque, ils avaient choisi de parler pour remercier tous ceux qui les ont accompagnés dans cette épreuve.
ils ont reçu des dizaines et des dizaines de messages du monde entier. On imagine forcément le pire, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer. Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevé par l'espérance à cause d'une lettre ou d'un signe qui nous touche. Marie et Colomban reprennent la parole le 24 novembre dernier, à la veille du 3e anniversaire de leur petit garçon. Cette fois, il s'agit d'un message audio relayé par le magazine Famille chrétienne, un appel à l'aide. En fait, ce message, pour prendre une image, c'est une bouteille à la mer. Le message audio, ce qui est important, c'est qu'ils l'ont pensé eux-mêmes, ils l'ont écrit eux-mêmes, ils l'ont enregistré aussi eux-mêmes, tous les deux, même si c'est Marie qui parle plus que Colomban. Colomban et Marie, les parents d'Émile. Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. C'est un cri du cœur des parents, parce que leur douleur est insupportable, de dire « Nous, parents, nous voulons savoir à tout prix ». Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. 4 mois après cet appel, c'est par les gendarmes que Marie et Colomban sont prévenus que les ossements de leur fils ont été découverts. Leur avocat publie alors ce communiqué. Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux, dans la lumière et la tendresse de Dieu. La déflagration de la découverte des ossements du petit garçon résonne particulièrement au Vernet. La commune retrouve l'agitation des premiers jours de la disparition. Les habitants émus s'interrogent une nouvelle fois. C'est incompréhensible, c'est une chose pareille, de retrouver cet enfant innocent qui n'a rien fait, c'est dramatique et pour la famille, les parents. Je suis de tout cœur avec la famille, malgré ce dénouement tragique. Je pense d'abord à eux et c'est terrible. Oui, non, on attend les réponses. En espérant que ça soit un accident. Pour tenter de comprendre les circonstances de la mort du petit garçon, ce lundi matin, une centaine de gendarmes participent aux investigations, accompagnés de 6 experts de la recherche criminelle. Pour trouver le reste des ossements, ils sont aidés d'une brigade cynophile, spécifiquement formée pour ce type de recherche. Ce sont des chiens experts qui vont être capables en fait, d'apporter un concours vraiment précieux aujourd'hui, et en particulier des chiens spécialisés dans les restes humains, la recherche des restes humains. Les enquêteurs s'intéressent également au crâne de l'enfant et tout ce qu'il pourrait révéler sur les derniers instants d'Émile. Ils vont l'observer pour essayer d'abord de voir si on peut trouver sur ce crâne les causes de la mort d'Émile. Peut-être que s'il est décédé suite à une fracture de son crâne, ça pourra être déterminé. Même si, comme on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas en être certain. Ils vont essayer aussi de voir s'il y a des traces qui pourraient expliquer qu'il a été déplacé, quand, comment. C'est un travail qui va durer plusieurs semaines où ils vont essayer de voir le moindre détail dans ce qu'ils ont qui pourrait donner des explications ou des pistes. Après la découverte des ossements d'Émile, de nombreuses questions restent toujours sans réponse. Un épais mystère continue de planer sur la vallée de la Blanche.